Alors, je vous souhaite d'abord la bienvenue à cette Assemblée générale, qui est notre Assemblée générale ordinaire et qui devrait réunir une fois par an, dans les 6 mois qui précèdent la fin de l'année, c'est-à-dire à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Une fois par année, on devrait avoir une Assemblée générale des membres de la Fondation congolaise pour la sécurité. Et dans ce cadre que nous nous réunissons. Et merci pour avoir disposé d'un peu de votre temps pour que nous puissions regarder un petit peu le fonctionnement de notre association. Et comme ça tombe en fin d'année, de faire un peu le point de ce qu'il y a eu au cours de l'année et se projeter pour l'année prochaine. C'est pourquoi l'ordre du jour qui a été proposé, c'est un ordre du jour qui, en principe, devrait revenir à chaque Assemblée générale ordinaire. Le premier point de notre ordre du jour, c'est la vérification des présences, c'est ce que l'on vient de faire. C'est cette vérification qui nous permet de nous assurer que nous pouvons siéger. Le deuxième point de l'ordre du jour, ça va être de faire un point des activités de 2024. Le troisième point de l'ordre du jour, ça va être de faire un point sur la gouvernance de la Fondation. Et le quatrième point sera alors la situation des cotisations statutaires et nous terminerons éventuellement par un point de divers s'il y en a qui ont des divers à proposer pour que nous puissions discuter. Donc, s'il n'y a pas d'objection, nous pouvons adopter cet ordre du jour. Donc, nous pouvons considérer que l'ordre du jour est adopté. Alors, comme je le disais, le premier point de notre ordre du jour va être le bilan des activités que nous avons réalisées en 2024. Il est à retenir que la Fondation a été créée en 2022. Nous avons démarré en 2022, il y a eu une première année, 2022, qui, elle, était consacrée vraiment à l'installation de la Fondation, donc faire tous les papiers pour que nous ayons l'autorisation d'exercer, aménager ce local pour qu'on puisse s'installer. Et toute l'année a été consacrée à ça. La deuxième année, c'était maintenant faire connaître la Fondation, pour que les gens sachent que ça existe. Ça a été une année, je peux dire, de contact, essentiellement de contact. Et l'année 2024, elle a été consacrée à l'ancrage de la Fondation dans le paysage sanitaire du pays. C'est-à-dire que nous aussi, on est capable d'organiser des choses qui puissent servir au milieu sanitaire. Et pour cela donc, en fin d'année 2023, nous avions prévu des axes de travail. Le premier axe était de renforcer la collaboration avec les institutions nationales et internationales. Le deuxième axe de travail, c'était de faire la sensibilisation sur les questions de santé. Et le troisième, c'était que nous puissions développer des initiatives qui pouvaient faciliter l'accès des populations aux médicaments. Et chaque fois que l'on parlera de médicaments, pour nous, c'est les médicaments chimiques que tout le monde connaît, c'est les médicaments traditionnels, améliorés ou pas améliorés, mais les médicaments traditionnels, parce que ce sont des médicaments. Troisièmement, c'est les produits sanguins. Quatrièmement, c'est l'oxygène, parce que maintenant l'oxygène est considéré comme un médicament. Donc,
C'est tout ce groupe-là que nous, on considère comme étant médicaments. Mais pour 2024, on voulait lancer des initiatives pour faciliter l'accès aux médicaments, surtout dans les officines de pharmacie. Comment faire en sorte que les populations puissent avoir plus facilement les médicaments dans les officines de pharmacie. Voilà les orientations qui avaient été retenues pour 2024. Et donc, au cours des 11 mois que nous venons de passer, jusqu'au 30 novembre, voilà un peu ce que la Fondation a pu réaliser. Vous en avez un résumé dans vos dossiers. Le premier axe, comme on avait dit, c'était de renforcer la collaboration avec les institutions nationales et internationales. Et nous avons donc mis en place une collaboration avec le ministère de la Santé d'abord, qui doit être notre partenaire privilégié, puisque nous sommes une fondation qui travaille dans le cadre de la santé. Et là, nous avons travaillé à l'élaboration d'un protocole d'accord qui devait nous unir avec le ministère de la Santé. Ce protocole a été élaboré et il se trouve à la signature du ministre de la Santé. J'ai encore vérifié hier. Bon, il y a des voix qui disent que c'est même déjà signé. Il y a des voix qui disent que ça y est encore dans le bureau du ministre. Mais j'attends d'être appelé officiellement pour la signature. Donc, on espère qu'avant la fin de 2024, ça pourra sortir du bureau du ministre. Et dans ce protocole, nous avons retenu avec le ministère de travailler sur 6 axes. Le premier axe, voilà, je disais que ça allait partir. Le premier axe, c'est le conseil et l'expertise technique que nous pouvons apporter au ministère de la Santé sur les questions liées aux médicaments. Le deuxième axe, c'est de faire de la recherche sur les questions liées à la santé. It's so interesting. I must write it. It's very interesting. Troisièmement, c'est le renforcement du système pharmaceutique. Quatrièmement, c'est l'amélioration de la gestion des médicaments dans les centres de santé et hôpitaux. 5, la protection des populations face aux risques liés à la mauvaise utilisation des médicaments et des faux médicaments. Et enfin, 6, la participation aux actions de santé publique. C'est ce que le ministère voudrait que nous puissions faire avec eux. C'est vous dire que si jamais nous signons ce protocole, c'est vraiment une porte qui sera ouverte pour que nous puissions bien travailler dans le cadre du médicament. Parce que nous pourrons maintenant donner des avis. Nous pourrons mener des enquêtes. Nous pourrons même mener des formations en toute liberté parce que le ministère nous l'a accordé. Ça, c'est la première chose que nous avons faite avec le ministère. Mais avant même que nous ne signions ce protocole d'accord, et ça c'est la deuxième action qu'on a avec le ministère nous a sollicité quand même pour des avis et nous avons produit des notes techniques. Il y a eu 6 notes techniques qui ont été produites parce que le ministère estimait que nous avions une expertise qu'on pouvait mettre à disposition. La première note technique, on devait, nous, analyser la proposition de loi relative au protocole au contrôle des stupéfiants. L'Assemblée nationale veut adopter une loi sur le contrôle des drogues. Et donc, on nous a envoyé le projet de loi pour qu'on puisse regarder et donner notre avis, dire ce que nous pensons. Et donc, on a fait cet avis et ensuite, nous avons préparé une communication que le ministre est allé faire à l'Assemblée sur cette proposition de loi pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que nous pensons qu'il faut modifier. Parce que quand on a fait la note, le ministre a été satisfait de la note et on nous a écrit encore pour nous dire bon, préparez-nous maintenant la communication du ministre.
La troisième des notes, c'était sur un protocole qui était relatif au renforcement des structures sanitaires en matière d'imagerie médicale et de laboratoire. Parce que là aussi, c'est le ministère qui a signé un contrat avec une société du Burkina Faso pour que cette société-là puisse venir équiper les laboratoires des hôpitaux et des centres de santé ici. Et donc, on nous a envoyé pour nous demander qu'est-ce que nous pensions. Et nous avons répondu. C'est une bonne chose, mais ce qui est mauvais dedans, c'est que dans leur protocole, il est dit que eux, ils équipent et c'est eux qui gèrent maintenant les laboratoires. Donc ça devient comme si on mettait des laboratoires privés dans des hôpitaux publics. Alors que nous, notre but à nous, en tant que fondation, c'est de faire en sorte que les gens puissent accéder aux soins moins chers. Mais on sait que dans les hôpitaux publics, ça devrait coûter moins cher, on veut la qualité. Mais si on amène le privé dans le public, forcément, le coût va augmenter. Donc même l'examen de laboratoire qu'on faisait peut-être à 2000, puisque le privé veut récupérer son argent, il mettra à 5000. Et si on met à 5000, c'est sûr que les gens ne pourront plus faire les examens. Et s'ils ne peuvent pas faire les examens, ils ne seront peut-être pas bien soignés. Et ça, c'est l'avis que nous avons eu. C'est l'avis qui a été demandé, qu'on a donné. La décision, c'est le ministère de la Santé. Quatrième note technique, c'était sur les documents de politique et de plan de laboratoire. On nous avait demandé de regarder et de dire ce que nous en pensions. Et nous avons répondu, nous avons dit ce que nous en pensions. Ce n'était pas bien fait. On a dit où est-ce que ce n'était pas bien fait. Et on a proposé que ça soit repris. C'était un avis. La cinquième note technique, c'était sur un décret signé du président de la République et qui portait création, attribution et fonctionnement du réseau des laboratoires. On nous a demandé notre avis, là aussi on a donné notre avis. C'est bien, il y a quand même des choses à améliorer, on a dit. Et enfin, il y avait un décret sur les modalités d'agrément de l'activité de transport sanitaire. Parce qu'il y a des privés qui veulent maintenant créer des sociétés de transport sanitaire. Donc, ils ont leurs ambulances, mais ça n'appartient pas à un hôpital. Comme ça, quand vous avez un problème, on vous appelle, vous appelez un numéro, l'ambulance vient vous prendre chez vous pour vous amener à l'hôpital. Et donc, comme il y a un vide, il fallait prendre un décret qui organise cela. Et on nous a écrit pour nous demander si on pouvait suggérer des choses qui pouvaient entrer dans ce décret. On en a profité donc pour proposer des choses, mais aussi étendre cela jusqu'à comment on peut organiser ce transport. Par exemple, si quelqu'un est malade à Ndima, pour l'amener jusqu'à Pointe-Noire. Que ce ne soit pas seulement dans Brazzaville, on te prend à la maison, on amène ceci. Parce que parfois, quand quelqu'un est malade à Ndima, on le met dans un camion ou dans un taxi, et puis il peut mourir en chemin. Oui. Donc ça aussi, entre les villes, si on pouvait ajouter ces dispositions-là, ce serait bien. Et c'est ce que nous avons mis dans ce projet de décret. Maintenant, ça circule. Comme on a dit, ce qu'on attend de nous, c'est de donner des avis, des conseils, une expertise sur les questions liées à la santé en général ou aux médicaments en particulier. Et c'est donc ce que nous avons dû faire. Voilà ce que nous avons fait cette année avec le ministère de la Santé. Mais nous avons travaillé aussi avec la CAMU, la Caisse d'assurance maladie universelle. Et là-bas, vous savez que la CAMU, son rôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tout le monde puisse se soigner à moindre coût et que le financement soit partagé par tout le monde. C'est pourquoi ils veulent prélever l'argent sur tout le monde, les travailleurs, les étudiants, tout le monde, les retraités. Le prélèvement a déjà commencé, par exemple, pour les travailleurs. On prélève l'argent chaque mois sur les salaires.
Et cet argent-là devrait servir à financer les soins de ceux qui sont malades. Pour que, quand quelqu'un tombe malade, il va à l'hôpital, au lieu de payer les 100%, il va payer peut-être 20% seulement. Les 80% seront pris en charge par la CAMI. Avec l'argent de tout le monde. C'est ça le régime d'assurance maladie. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le médicament. Et nous savons qu'il n'y a pas de santé bien faite sans médicament. Mais s'il n'y a pas de santé bien faite sans le médicament, il faut que ce soit du médicament de qualité et qui coûte moins cher. Sinon, soit c'est la caisse qui ne va pas vivre longtemps, parce que va dépenser tout son argent dans le médicament qui coûte cher, tout l'argent qu'on a pris, et après, il n'y aura plus rien, ça va s'arrêter, alors que les gens sont en train de cotiser. Soit alors, la caisse va diminuer le niveau de remboursement et les populations vont payer plus. Comment? Parce que si la caisse ne rembourse pas dans une pharmacie, cette pharmacie-là ne pourra plus donner les médicaments gratuitement ou bien avec 20% à la population. Mais si elle ne donne pas les 20%, toi qui arrives avec ton ordonnance, alors que tu as déjà cotisé à la CAMU là-bas, tu seras obligé de payer encore avec ton argent. Donc c'est la population qui paie. Troisièmement, si la pharmacie ferme les yeux, continue à donner, c'est elle qui va mourir. Parce qu'elle va donner les médicaments, la caisse ne va pas rembourser, elle va mourir. Donc, le volet médicaments est un volet très sensible. Et on n'en parle pas beaucoup jusqu'à présent. Les gens en parlent beaucoup plus de ceux qui vont cotiser et tout. Mais on ne parle pas de ce volet médicaments. Et c'est pourquoi nous avons organisé au mois de février une table ronde. La FOCAM a organisé une table ronde avec le ministère de la Santé, avec la CAMU, avec l'ordre des pharmaciens, avec l'ordre des médecins, avec l'association des consommateurs. Une table ronde où on a discuté justement de la place du pharmacien dans cette CAMU-là, pour faire en sorte que les médicaments qui seront remboursés par la CAMU soient des médicaments qui ne coûtent pas cher, pour qu'il y ait toujours du médicament pour les populations. Ça a été la première des choses. La deuxième des choses, nous avons eu une séance de travail avec la présidente du conseil d'administration de la CAMU pour leur faire une offre de service, leur dire qu'est-ce que nous on pouvait faire pour eux, pour leur permettre d'avoir justement ce médicament qui est moins cher et comment on pouvait collaborer. Ça, c'est les deux choses que nous avons eu à faire avec la CAMU. La balle est dans leur camp. S'ils acceptent la collaboration avec nous, on va collaborer. S'ils trouvent qu'ils peuvent aller comme ça, ils vont aller, mais nous, on sonnera toujours la sonnette parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est les populations. On est une association de la société civile, ces populations. Si on voit que tel que ça fonctionne, il y a des risques pour les populations, on va toujours sonner l'alarme. Maintenant, s'ils ne veulent pas qu'on sonne l'alarme, à ce moment, nous travaillons ensemble pour faire en sorte que les populations aient toujours le médicament. Troisième des choses, c'est avec la Fédération des tradipraticiens du Congo. Nous avons eu des discussions avec la Fédération des tradipraticiens du Congo, représentée par son président. Des discussions en vue de mettre en place une collaboration entre la Fondation et la Fédération pour la valorisation de la médecine traditionnelle. Les discussions vont se poursuivre, mais nous avons la volonté en tant que fédération de fondation de travailler pour cette valorisation. Donc, même si nous n'arrivons pas encore à signer un protocole de collaboration formel, à partir du moment où les médicaments traditionnels, c'est des médicaments, et que nos statuts nous le permettent, nous allons travailler sur la valorisation des médicaments traditionnels. Et je me réjouis que les tradipraticiens aient adhéré à la fondation. Ça permet donc de travailler même à l'interne au sein de la fondation. Oui, sans forcément passer par la fédération des tradipraticiens. Voilà ce que nous avons fait en termes de collaboration avec les institutions. Le deuxième volet qui a été retenu, c'était de faire de la sensibilisation sur les questions liées à la santé. Et là, la FOCAM, depuis
2023 publie un bulletin mensuel d'information sur les questions de santé. Au cours de cette année 2024, nous avons publié 10 bulletins. Chaque mois, jusqu'au mois d'octobre, nous avons publié un bulletin. Normalement, nous en publions 11 dans l'année. Le 11e sera publié après cette assemblée générale. Parce que dedans, on informera qu'on a tenu l'assemblée générale. C'est pour cela que ça n'a pas été publié. Mais les 10 qui ont été publiés ont porté. Le premier, c'était sur la conjonctivite. Nous avons parlé de la conjonctivite et des médicaments de la conjonctivite pour que les gens sachent. Parce que c'était au mois de janvier et il faut vous préparer. Fin janvier, fin décembre, tout le mois de janvier, c'est la période où les conjonctivites augmentent au monde. Et les gens vont n'importe où, prendre n'importe quoi sans savoir de quoi il s'agit. Et ce bulletin, justement, c'était pour informer les populations sur la conjonctivite, pour qu'ils sachent quoi. Le deuxième, c'était sur l'anémie. Là aussi, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de gens, pour l'enfant est fatigué, on va demander de faire. L'enfant est ceci, on va demander de faire. C'était pour informer les gens. Troisième, c'était sur l'assurance maladie, ce que je viens de dire. L'assurance maladie universelle. Le quatrième, c'était sur les médicaments à éviter. Les médicaments il faut éviter de prendre parce qu'il y a des dangers derrière ces médicaments. C'est parfois des médicaments périmés, c'est parfois des médicaments qu'on a retirés même en Europe où c'est fabriqué. Nous ici, on continue à les prendre. Parfois, c'est des médicaments mal conservés. Donc, c'est des médicaments qu'il faut éviter. Ça, c'était le bulletin du mois d'avril. Cinquième, c'était sur les formes pharmaceutiques. La différence entre prendre un comprimé et prendre une injection. Prendre un suppositoire et prendre un sirop. Parce que souvent, les gens, il va même, on lui prescrire un médicament, quand il arrive, on lui dit que c'est suppositoire, il refuse de prendre. Alors que si on a mis suppositoire, c'est peut-être parce qu'on veut que ça agisse plus vite. Et donc, on a expliqué aux populations l'intérêt de chaque forme pharmaceutique. Le sixième, c'était sur les médicaments périmés. Il y a des gens qui disent on peut consommer un médicament même 1 mois, 2 mois après la date de péremption. 6 mois après. Voilà. Nous avons répondu à cela dedans pour dire que non. Au contraire, nous disons 1 mois avant la date de péremption, ne consommez plus. Parce que c'est peut-être déjà gaspillé. Ça, c'était ce bulletin. Le 7e du mois de juillet, c'était sur les médicaments et la grossesse. La femme enceinte ne doit pas prendre n'importe quel médicament. Alors, quel médicament elle ne doit pas prendre? Pourquoi? On l'a dit là-dedans. Le 8e, c'était sur l'épidémie de monkeypox. Et là, nous avons été les premiers à écrire sur monkeypox. Et ça a mené quand même beaucoup de prises de décision au niveau du pays. Parce que nous avions écrit, dès qu'il y a eu les premiers cas de monkeypox, pas chez nous, en RDC, nous on a écrit, pour dire qu'il y avait des possibilités que ça entre au Congo. Et on a eu des cas au Congo. Et après ça même, on a été sollicité, on a organisé une autre table ronde, mais pas dans le cadre de la FOCAM. On a organisé une autre table ronde pour parler justement de la vaccination contre monkeypox. Et peut-être que ce sont les résultats de cette table ronde qui font que jusqu'à présent, on n'est pas lancé de campagne de vaccination contre le monkeypox. C'est pour vous dire qu'on commence quand même un peu à écouter ce que nous disent en tant que fondation. Le 11e, c'était à l'occasion du mois d'octobre rose. Le 9e plutôt, le mois d'octobre rose. Vous savez que le mois d'octobre rose, c'est le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Nous, on a publié dans notre bulletin, mais qui n'était pas pour le cancer du sein. C'était sur le sein lui-même, le bon usage du sein. Comment la femme doit bien utiliser son sein. Et comment le mari doit bien utiliser le sein de sa femme. Parce que nous avons expliqué là-dedans. Ceux qui n'ont pas lu ne savent peut-être pas, vous n'avez peut-être pas lu, mais nous avons expliqué que le sein, c'est un médicament. Le sein, c'est un bon médicament pour la femme. Ça permet de soigner les maladies.
Mais le sein, c'est aussi un bon médicament pour le couple. Ça permet de soigner des maladies. Donc, il ne faut pas prendre le sein seulement comme un muscle ou bien quelque chose pour donner au bébé qui boit le lait. Non. Le sein, c'est un médicament. Et on l'a dit. Et je crois que de tous les bulletins qu'on a produits, c'est celui qui a eu le plus de succès. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent à écrire pour demander qu'on leur envoie ce bulletin. Et le dernier, c'est sur les médicaments contre la douleur, les antalgiques. Ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que là aussi, les gens ils prennent tous les médicaments, n'importe quoi. Aujourd'hui, Tramadol, c'est l'un des médicaments contre la douleur que les gens consomment le plus alors qu'il y a des dangers. Et on l'a dit dans ce bulletin. Après avoir fait ce bulletin, nous sommes allés même faire une communication au congrès de rhumatologie qu'il y avait. On a organisé un congrès ici, on a fait une communication sur ça. Et c'est donc la deuxième activité de sensibilisation qu'on a eue, c'est les communications qu'on a eu à faire au public sur les questions liées aux médicaments. Il y en a eu 6, on a fait 6 conférences au cours de l'année. La première conférence, c'est l'association des médecins du Congo qui organise ces conférences-là. Et nous sommes partis communiquer sur le médicament générique. Parce qu'on s'est rendu compte qu'eux-mêmes ne connaissent pas vraiment ce que c'est que le médicament générique. On leur a expliqué et on a dit les avantages d'utiliser le médicament générique. Deuxième, c'est ce dont je venais de parler au congrès de rhumato, où nous sommes partis leur parler des traitements de la douleur chez la personne âgée. Chez la personne, on ne fait pas comme les gens font couramment là. Non, j'ai mal, je m'en vais acheter paracétamol. Non, j'ai mal, je m'en vais acheter Diclo. Non, non. Il faut faire très attention, surtout chez la personne âgée. Il y a des risques. Et ça, c'était les spécialistes, les rhumatologues, on est allé leur parler de ça. Tels qu'ils prescrivent eux aussi les médicaments de la douleur chez ces personnes-là, il y a des dangers. Troisième conférence, c'est ce qui a été organisé par l'association NIOSI à l'Institut français du Congo. Et là, nous avons parlé des faux médicaments. Tout ce qu'on entend par faux médicaments et des dangers qu'il y a. Quatrième, nous avons parlé, c'était au cours de la journée mondiale des pharmaciens. Et là, nous avons parlé du rôle que les pharmaciens pourraient jouer dans la lutte contre le sida. Parce qu'on a constaté que dans nos pharmacies, là, il n'y a rien pour sensibiliser les gens sur le sida. Alors qu'ils ont un rôle à jouer. On est allé leur parler de ça à leur journée. Cinquième, c'est le ministère qui nous avait sollicité, on avait organisé avec eux un atelier sur les conditions pour fermer une pharmacie. Parce qu'il y a des pharmacies qui ne doivent plus être ouvertes. Et nous avons donc fait une communication là pour leur expliquer comment on fait pour fermer une pharmacie. On ne va pas mettre seulement des chaînes, des cadenas. Il y a toute une démarche à suivre. On leur a expliqué. Et après ça, ils ont élaboré un projet d'arrêté pour fixer ces procédures pour que désormais les choses se fassent bien. Et enfin, il y a eu le premier congrès de la Société congolaise de santé publique au cours de laquelle nous sommes partis parler de l'impact du changement climatique sur l'efficacité des médicaments. Comment les changements climatiques, notamment ces variations de température-là, sont en train d'agir sur les médicaments qui ne sont plus efficaces. On ne se rend pas compte. Le médicament a pour ennemi la chaleur, l'humidité et la poussière. Et donc cette chaleur-là fait que le médicament n'est plus efficace, mais nous on ne sait pas. Et on prend le médicament, quand on le prend, on a l'impression que la maladie n'est pas finie, on augmente le médicament. Mais on augmente la dose. Ce n'est pas un problème de médicament, c'est simplement parce que le médicament n'a plus respecté les conditions de conservation. On dit que le médicament, il y a certains médicaments qui doivent être conservés à 22 degrés. Ne doivent pas dépasser 25 degrés. Mais déjà, rien que là où nous sommes, depuis que la climatisation est partie, peut-être nous sommes déjà à 25 degrés. Donc, si on avait posé un médicament sur cette table et que ça reste là toute la journée, ce médicament peut avoir perdu son efficacité.
mais on va boire et ça ne va pas guérir. Si ça ne guérit pas encore, c'est bon, mais ça peut devenir toxique. Voilà. Et donc, on est allé leur parler de ça. Troisième des activités de sensibilisation, c'est qu'on a fait un spot sur YouTube, qui est passé sur YouTube. Ça, c'était à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. La FOCAM parle de diabète aussi. Et là, nous avons voulu conscientiser les populations sur le coût des médicaments du diabète. Et là, nous avons présenté comment le médicament qu'on peut prescrire, qui coûte 8 000, est trop cher par rapport aux revenus moyens. Surtout que c'est un médicament chronique, donc il faut le prendre tous les jours. On vous dit la boîte de 30 comprimés coûte 8 000. Alors que le même médicament sous forme générique, on peut le retrouver à 2 000. Et donc, on demandait aux diabétiques, comme à l'ensemble de la population, quand vous allez en pharmacie, demandez le médicament générique le moins cher. Ça vous permet, au lieu d'acheter une boîte de 30 jours, ça peut vous permettre avec le même montant d'avoir 3 boîtes de 30, c'est-à-dire 90 jours, 3 mois de traitement avec le même montant. Et le reste de l'argent peut vous permettre de nourrir votre famille, de vous nourrir vous-même. Parce que dans le diabète, il y a le médicament, c'est vrai, mais il y a l'alimentation équilibrée. Donc, si je prends tout mon argent, j'utilise pour acheter le médicament du diabète, je ne peux plus avoir une alimentation équilibrée. C'est comme si je n'avais rien fait. Parce que mon diabète va toujours se manifester. Voilà ce que nous avons eu comme activité au cours de l'année pour la sensibilisation. Enfin, dernier type d'activité qu'on avait, on avait dit que c'était le développement des activités innovantes, c'est-à-dire des nouvelles activités qui peuvent permettre de faciliter aux populations d'accéder aux médicaments. La première des choses, c'est que nous avons créé le site web de la FOCAM. Maintenant, la FOCAM a un site web qui est fonctionnel depuis le 1er novembre et qui présente les activités que nous menons, qui présente un certain nombre d'informations que les populations peuvent aller voir. Mais sur ce site également, on peut faire l'adhésion à la FOCAM directement à partir de ce site. On télécharge simplement le bulletin, on le remplit, on l'envoie et on devient membre de la FOCAM. La deuxième des choses, c'est que depuis cette année, la FOCAM publie maintenant le calendrier des pharmacies de garde et des pharmacies de nuit. Chaque semaine, aujourd'hui, le calendrier va apparaître. Le calendrier va apparaître, il apparaît par WhatsApp, il y a un groupe où il y a des numéros WhatsApp, on peut dire les amis de la FOCAM, qui reçoivent par WhatsApp tout ce qui concerne la FOCAM, mais il y a aussi une page Facebook de la FOCAM qui existe, ce calendrier sur cette page. Et enfin, maintenant, il y a le site web de la FOCAM. Dans ce calendrier, il y a les adresses des pharmacies, il y a les numéros de téléphone de pharmacie. Pourquoi? On dit qu'on veut faciliter justement le contact. Quand vous avez besoin d'un médicament, vous pouvez aller là, vous prenez le numéro de téléphone, vous appelez la pharmacie. Et beaucoup de gens le font maintenant, depuis qu'on publie ça. Vous appelez la pharmacie pour demander, est-ce que vous avez tel médicament? Oui, il coûte combien? Il coûte tant. S'il dit qu'il n'y en a pas, ce n'est pas la peine de prendre le bus pour aller à cette pharmacie, vous changez de pharmacie. Parce que si vous faites 3, 4, 5 pharmacies, vous prenez des bus de taxi, le coût du médicament augmente. Or là, maintenant, vous appelez seulement, on vous dit qu'il y a le médicament. Vous appelez, on vous dit combien ça coûte. Au lieu d'arriver avec 2000, on vous dit c'est 2200. Et vous n'avez pas les 200, ils sont méchants à la pharmacie, ils ne vous donnent pas le médicament. Vous dépensez encore 200 dessus pour repartir à la maison, prendre les 200 qui manquent. Vous voyez. Donc, grâce à ça, les populations peuvent, depuis la maison, savoir où est-ce qu'ils peuvent acheter leurs médicaments, savoir combien coûtent leurs médicaments. Voilà les activités que nous avons réalisées en 2024. Et avant de terminer, pour 2025, nous proposons de nous focaliser en priorité sur la promotion justement du médicament générique le moins cher.
faire connaître aux gens que quand vous allez en pharmacie, demandez le médicament générique moins cher parce que ça vous fait faire des économies et ça vous permet d'avoir parfois à la pharmacie encore moins cher le médicament que vous allez chercher au marché de la rue. Parce qu'on a vu que vous pouvez avoir parfois des médicaments à 100 francs en pharmacie. Quand vous allez dans la rue, on vous vend le même médicament à 125, vous croyez que c'est moins cher. On peut faire connaître cela pour aider les populations à mieux se faire soigner. Voilà donc ce qu'on peut dire comme bilan de l'année 2024. S'il y a des questions, des commentaires,